Les grèves à la SNCF, le trafic a été extraordinairement perturbé aujourd'hui, encore plus que d'habitude. C'était une journée sans cheminots, même si la direction de la SNCF relève que les 3/4 des salariés de la SNCF sont au travail. Donc énormément de bouchons, plus de 500 km, je le disais tout à l'heure. Et puis surtout le sentiment que... on voudrait que ça s'arrête parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution possible à ce conflit, sachant que le gouvernement a décidé de ne pas bouger et que la CGT ne veut pas lâcher. Arnaud Benedetti, ça peut durer combien de temps cette histoire ? Ça, il faut demander à M. Martinez et à Sudrail. Mais en l'occurrence, ce qui est assez frappant, c'est qu'en effet, ça dure. Et même si cette grève apparaît impopulaire, c'est une impopularité relative. C'est que quand on regarde quand même les études, en effet, il y a plutôt une majorité de Français qui sont opposés à cette grève, mais il n'y a pas un décrochage. C'est 60-40 à peu près ? Oui, mais c'est pas non plus, je veux dire, un décrochage extrêmement... Ça varie en fonction des instituts d'ailleurs, mais c'est pas un décrochage qui est absolument catastrophique. Alors peut-être que c'est la stratégie d'ailleurs qui a été employée par les syndicats de se lancer dans ce processus de grève perlée qui permet de leur assurer j'allais dire, une continuité qui fait que l'opinion n'est pas non plus vent debout. On voit bien qu'on est sur une ligne de crête, mais quand même, ce qui est réel aussi, c'est que cette réforme de la SNCF, qui est une espèce de serpent de mer de la vie politique française depuis des décennies, aujourd'hui, malgré tout, comparativement à d'autres périodes, bénéficie d'un soutien dans l'opinion publique dont elle ne bénéficiait pas il y a une dizaine d'années, voire 20 ans. Donc, de ce point de vue, le gouvernement s'adosse quand même à une opinion publique qui lui est favorable et qui lui permet néanmoins de décliner sa réforme. Et qui, du coup, peut-être que la même opinion est prête à supporter les dommages de cette grève et la gêne compte tenu de ce qu'elle souhaite. On vous pose la question sur Twitter, ce n'est pas un sondage bien sûr parce que c'est sur la base du volontariat. Est-ce que vous considérez-vous qu'il est temps que cette grève s'arrête ? C'est oui à 65%, voilà, ce qui est d'ailleurs à peu près raccord avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Juan Branco, on ne peut pas imaginer une seconde Emmanuel Macron qui dise finalement j'ai entendu M. Martinez et je renonce à ma réforme. Donc pourquoi est-ce que ce mouvement continue ? Ça ressemble à de l'entêtement chez les syndicats, non ? Je ne sais pas, moi je trouve que ça ressemble à du patriotisme, c'est-à-dire qu'on a des services publics à défendre, on les défend. Les gens les plus à droite aujourd'hui en France, c'est les syndicats, les personnes qui défendent l'État, qui défendent le principe d'un service public unifié, qui résistent aux directives européennes, qui visent à tout libéraliser et à segmenter, à fragmenter la société française. À droite, on défend rarement des monopoles quand même et des statuts massifs. Pardon, excusez-moi, tous ces monopoles sont nés de l'après-guerre et du général de Gaulle par la suite et de la politique pompidoulienne, etc. L'État fort en France, ça remonte même à une des icônes de l'historiographie de droite, à Louis XIV, et le colbertisme, etc. Donc, excusez-moi, là-dessus. Donc là, on a des gens qui en quelque sorte ont pris les armes symboliques et qui ont décidé de s'opposer à cette sorte de démantèlement généralisé des services publics. Après La Poste et Orange, on voit bien les résultats. Moi, je suis très heureux qu'on considère que les centaines de suicides qu'il y a eu à La Poste aient servi à quelque chose. Je n'ai pas vraiment l'impression que le service se soit amélioré et qu'on soit aujourd'hui dans une situation qui soit meilleure que celle d'avant. Et pareil, évidemment, pour le fret. Donc le fret, c'est quand même le transport commercial dans les trains, dans le ferroviaire, qui aujourd'hui s'est complètement effondré depuis que justement il y a eu une ouverture à la concurrence. À un moment, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on reste sur un dogme libéral parce qu'il y a des gens à Bruxelles qui sont tellement déconnectés des populations et qui n'ont aucune prise avec le réel parce qu'ils sont là dans leur tour d'ivoire, dans leur bunker soviétique. Je ne sais pas si vous avez vu le siège de la Commission européenne, c'est assez inquiétant à voir. Et qui décident un peu pour tout le monde, avec après l'accord des chefs d'État qui sont entre eux, du fait qu'il faut en fait dévaster les piliers d'une société et d'un vivre ensemble. Donc là, il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a un soutien relatif, malgré comme un pilonnage de la part du gouvernement et d'une partie de la presse en faveur de cette réforme, quelle personne ne comprend. On sait bien que les cheminots ne se battent pas pour leurs intérêts, ils l'ont dit eux-mêmes, le gouvernement l'a dit lui-même, la réforme du statut ne s'appliquera qu'à ceux qui viennent après, qui seront recrutés après. Donc on voit bien que c'est vraiment un mouvement politique, dans le sens d'engagement pour l'autre. Hakim El Karoui, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément complètement d'accord avec ce point de vue. Moi, je ne suis pas du tout un ultralibéral. Ah non, mais c'est parce que je vous entendais. Je suis pas complètement convaincu parce que, en fait, le démantèlement des services publics, d'une certaine manière, il a commencé depuis bien longtemps. Il a produit des résultats. Alors bons et mauvais. Oui. Dans les télécoms, alors on va dire les suicides, mais est-ce que c'est le démantèlement, est-ce que c'est la privatisation, est-ce que c'est le changement de statut ? Moi, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout, parce que quand on connaît l'histoire de France Télécom, le problème c'est qu'on avait un statut,
et qu'on avait décidé d'ouvrir la concurrence, ce qui a permis à France Télécom de continuer à exister, parce que sinon France Télécom n'aurait pas de télécommunications en France aurait disparu. Non, mais France Télécom aurait disparu au profit d'acteurs purement privés et très largement étrangers. Si, on sait. On sait qu'on avait un monopole d'État et qu'on a eu un oligopole à la place. On a plein d'exemples étrangers qui prouvent cela. Et aujourd'hui, on a une ouverture à la concurrence des chemins de fer qui est à ce stade très théorique, parce qu'on ne sait pas du tout si ça va exister, si ça va fonctionner. On a vu que dans la distribution électrique, par exemple, ça marchait très mal. Dans d'autres cas, ça marche très bien. Il y a des exemples étrangers qui sont dans un cas favorable, dans l'autre pas favorable. Donc là, tout le monde est plutôt dans le flou. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la communication du gouvernement et le besoin d'avoir un grand conflit social sur un sujet que les Français, notamment les électeurs du gouvernement, ne comprennent pas. Le statut... Je ne suis pas sûr que ce soit un combat pour personne. La privatisation, je ne suis pas sûr que ce soit un combat non plus pour personne. De toute façon, on ne parle pas de privatisation. Le gouvernement dénie ni à chaque fois des filiales ou de la holding, à la limite, peu importe. Donc moi je ne comprends pas très bien l'intérêt politique maintenant, en ce moment, d'avoir ce conflit-là. C'est Macron de se poser en réformateur oui, mais tant qu'à faire, j'aurais fait par exemple les retraites. Le régime spécial des cheminots, qui coûte très très cher à la collectivité, qui est entre nous absolument pas justifié. Pourquoi les cheminots partent à 53 ans, quand maintenant la norme c'est 62 ans. J'aurais fait ça. Là, finalement, on ne comprend pas le combat, ni du gouvernement, ni vraiment du coup des salariés des cheminots. Arnaud Benedetti. On comprend mieux le combat du gouvernement. En fait, tout le storytelling d'Emmanuel Macron et des marcheurs, c'est d'accréditer cette idée, qui est à mon avis très contestable, que la France est immobile depuis 30 ans. Et qu'il arrive au pouvoir et qu'il va faire bouger et prendre à bras le corps un certain nombre de sujets qui n'avaient pas été traités par ses prédécesseurs. Donc, il a intérêt à avoir une réforme un peu difficile sur le plan de la symbolique pour montrer que lui est l'homme politique, le chef d'État qui ne cède pas par rapport au corporatisme. Donc, de ce point de vue-là, la communication d'Emmanuel Macron, elle est assez, j'allais dire, cohérente par rapport à l'image qu'il souhaite véhiculer. Il a besoin un peu de cette mère de toutes les batailles. Alors, il y avait déjà eu le Code du travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même la réforme du Code du travail, et on a vu d'ailleurs la capacité de mobilisation des syndicats qui finalement s'est heurtée au mur d'une réalité qui fait qu'ils n'ont pas réussi, malgré tout, à faire la démonstration de force que notamment M. Mélenchon annonçait à travers les médias. Donc là, il y a quelque part un test pour ce gouvernement pour montrer qu'il fait ce que les autres n'ont pas fait. Encore une fois, on peut discuter là aussi sur le diagnostic qui est fait par Emmanuel Macron et son gouvernement sur les 20 ans ou les 30 années de vie politique et de vie sociale et économique que nous avons traversées. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une cohérence en effet dans leur stratégie de communication. Il y a un point un peu inquiétant quand même, Alexandre Devecchio, c'est que la direction de la SNCF fait état de sabotage, qui est nouveau aujourd'hui, donc d'actes plus que de malveillance, de dégradation. Vous ne craignez pas une espèce de radicalisation de ce conflit ? Honnêtement, il y a des radicalisations qui sont plus préoccupantes que celles des cheminots. On peut penser ce qu'on veut des cheminots. Pour l'instant, moi, je dirais que d'un point de vue purement stratégique, je pense que l'idée de la grève perlée était une aberration. Quand on veut bloquer un pays, nuire, il faut le bloquer complètement. Je ne dis pas que c'est mon souhait, mais je crois que ça aurait été plus efficace. Ça avait été le cas en 1995, ça avait montré une certaine efficacité. Là, on fait une grève qui ne gêne pas vraiment, et donc ça ne fonctionne pas. Trains, quand même. Ça ne fonctionne pas. Ça ne bloque pas le pays, en tout cas. Ensuite, le gouvernement cherche quand même le pourrissement de la situation, donc il ne faut pas tellement s'étonner qu'ils l'obtiennent. Moi, je partage ce qui a été dit, mais je ne voudrais pas réduire Emmanuel Macron à sa communication. Je crois qu'il y a quand même de l'idéologie là-dedans et que tout se tient. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à un mariage à Carcassonne ce week-end et donc j'ai dû repartir en blablacar, en covoiturage, puisqu'il n'y avait plus de train à cause des grèves. Et donc on est dans l'ubérisation de la société. La personne qui a fait le trajet, d'ailleurs j'ai payé aussi cher qu'un billet de train. Donc, j'ai mis 3 fois plus
de temps. C'est l'offre et la demande. Et donc, voilà, un petit retraité qui sans doute avait moins de retraite à cause d'Emmanuel Macron et qui arrondit ses fins de mois avec BlaBlaCar. Donc la société qu'on nous prépare, c'est ça. C'est une société où, si vous voulez, les retraités deviennent taxis, les taxis peut-être deviendront postiers et demain, les femmes loueront leur ventre. Donc je pense que c'est la société des individus pure et simple, une société ubérisée, et en face, il pourrait y avoir une opposition qui défend un minimum de protection. Or, je pense que l'erreur des syndicats, c'est que personne ne croit aujourd'hui que les syndicats défendent l'intérêt général. Vous avez été assez habile, mais tout le monde n'est pas aussi habile que vous, ni dans l'opposition, ni chez les syndicats. Et ce qu'on a entendu, c'est la défense d'un statut. Et on a eu l'impression que les cheminots défendaient leur intérêt particulier et les syndicats leur intérêt corporatiste. Moi, je regrette qu'on n'ait pas eu un vrai débat sur le modèle de société de l'avenir. Est-ce qu'on veut un monde ubérisé? Pour Emmanuel Macron, ça signifie plus de liberté, mais je pense que pour beaucoup de Français, ça signifie aussi plus de précarité, plus d'atomisation. Juan Branco. Justement, moi je pense que ce n'est pas tant une question d'habileté, mais de capacité à penser un système d'ensemble. Le syndicat, par essence, d'une part, n'est pas très représentatif. Chez la société française, surtout en France, c'est à peu près 10% des salariés. Donc même pas, quand vous rapportez le nombre de salariés à la population d'ensemble, c'est encore plus faible. Et par ailleurs, il est fait pour penser de façon catégorielle. C'est-à-dire qu'après, évidemment, il y a un héritage des grandes luttes et autres, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un rétrécissement de leur combat sur des intérêts catégoriels. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir une force politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et qui réussisse à penser l'ensemble de ces questions ensemble, ce que vous essayez de faire un peu justement quand vous parlez d'ubérisation de la société, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une difficulté à le faire, et c'est ce qui explique le 1er mai, le Black Bloc, le cortège de 15 000 personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent plus du tout dans l'offre politique en France, quelle qu'elle soit, et qui du coup sortent du système, et que ce soit par des méthodes violentes ou juste en se décalant, en faisant un pas de côté pour manifester en dehors des systèmes institués, réclament justement une nouvelle voie. Et ça, Emmanuel Macron, en fait, c'est là où il est très vieux monde, c'est-à-dire qu'il pense le monde dans le système tel qu'il existait jusqu'ici. Sauf que ce système se rétrécit et englobe à chaque fois moins l'ensemble de la société. Et donc les syndicats sont à chaque fois moins représentatifs, et l'impression que s'il écrase les syndicats, il aura gagné. Sauf que non, il y a toute une partie de la société qui commence justement à vouloir se revendiquer avec une violence de plus en plus importante parce qu'elle ne se sent ni représentée ni entendue par le pouvoir. Et publicité confraternelle, on retrouve demain dans l'opinion une chronique d'Hakim El Karoui sur ce sujet, sur le retour de la violence dans la société. Non, je crois qu'on est dans un processus de décomposition et que Macron l'a très bien compris. On a eu la décomposition politique. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Avec les grands partis politiques qui ont disparu, et je crois que les syndicats sont en train aussi de disparaître parce que justement, ils n'ont pas su représenter l'intérêt général et être cette force que vous... Comment on sort de cette crise, Arnaud Benedetti? Comment on sort de cette crise, mais la réalité, c'est que les grandes mobilisations collectives, aujourd'hui, ne sont plus à l'ordre du jour. Parce que finalement, quand on regarde la capacité de mobilisation, elle reste faible quantitativement. Il y a des cycles, mais la capacité de nuisance, c'est une chose, mais vous ne comparez pas 95 avec 2018. Ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas du tout dans des mobilisations d'une dimension de l'ampleur de 95. Loin de là. La réalité, c'est que vous avez des cycles en histoire, et je recommande la lecture d'un sociologue qui s'appelle Albert Eichmann, qui a très bien montré qu'il y a des cycles entre ce qu'il appelait le bonheur privé et l'action publique. Il y a des périodes où vous avez en effet des périodes où l'action publique permet la mobilisation. Et on n'est pas dans cette période aujourd'hui. On est dans une période peut-être liée justement à ce que disait Alexandre Devecchio, où on est dans une société des individus, une société plus atomisée, où les gens se replient sur leur sphère privée et tendent à moins se mobiliser pour un certain nombre de grandes causes et de grandes causes collectives comme les causes sociales. Donc, à mon sens, il y a aussi cette grille de lecture qui nous permet de comprendre la séquence dans laquelle nous nous retrouvons. Ensuite, aujourd'hui, Emmanuel Macron, je ne vois pas les raisons pour lesquelles il devrait bouger. Je veux dire, il a globalement une opinion publique qui est plutôt favorable quand même à sa réforme. Il a une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Donc il a quand même globalement tous les paramètres qui sont verts pour faire passer sa réforme. Et sa réforme... Ça bloque encore. C'est quand même significatif que ça bloque encore. Il bloque. Mais enfin, plus de 2 mois de grève. Et on en est encore à des... c'est les Français qui sont bloqués. Mais la réforme sont bloqués. Et ce que joue Emmanuel Macron, c'est quand même à un moment donné la lassitude de l'opinion par rapport à ce mouvement. Je vais donner la parole à Hakim El Karoui. Je cite juste avant les points de vue des internautes, car ils sont importants. Pour Néo, sur le Figaro.fr, limitons le droit de grève à 1 semaine. Nicole sur Facebook nous dit: les négociations sont-elles sérieuses entre gouvernement et cheminots? On peut penser qu'il n'y a pas grand-chose
choses à négocier du côté du gouvernement. Et Oltariev, sur le Figaro.fr, nous dit « La dictature des syndicats n'est plus une démocratie ». Tandis qu'Albert, toujours sur le Figaro.fr, nous dit qu'il partage l'avis d'Alexandre Devecchio sur la société ubérisée. Hakim El Karoui, qu'est-ce qui fait le président de la République là? C'est son intérêt, effectivement, de ne surtout pas bouger? Oui, c'est son intérêt politique, parce qu'il a besoin de montrer qu'il a une grande réforme de plus à son actif. Et par ailleurs, ce qu'on oublie toujours de mentionner, c'est le travail parlementaire. Certes, il y a des grèves qui continuent, mais enfin, le travail parlementaire, lui, il avance. Et puis, le jour où la loi est votée, la loi est votée. Et puis, il y aura encore des suites et des fins de grève. Peut-être là, pour nous, vraiment violentes. Parce que quand tout sera perdu, là, il y aura encore plus de place pour la violence. Et puis, ça va finir. Moi, pour l'instant, je ne vois aucune raison de bouger. Nous revenons sur un autre sujet, l'attentat à Paris qui a fait un mort ce week-end et à l'issue duquel le terroriste a été lui-même tué par la police. À chaque fois qu'un attentat islamiste